On a surinvesti politiquement l'école. Cette réformite aiguë dessert quelque part les élèves français. Les professeurs français se forment très peu. Il n'y a pas de formation continue. Sur l'orientation, on est très nul. Je crois que là, c'est très clair. Et en France, on est très attaché au diplôme. Même si on n'en fait rien, il fait des diplômes. Vous pouvez aujourd'hui diplômer d'HEC avec une idée assez vague de la manière de monter une entreprise. Le recruteur, déjà, il a intérêt de malin pour arriver à savoir s'il y a une vraie formation derrière ou s'il y a eu un petit tour avec un tampon. La triche aux examens, elle est massive. Celui qui triche pas, il se tire une balle dans le pied. L'école est tellement mal faite que c'est la famille qui fait la différence. Le bac tel qu'il est aujourd'hui sert à rien. Anne Coffinier, on ne vous a jamais proposé un poste de ministre de l'Éducation? Eh ben si. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anne Coffinier. Anne, bonjour. Bonjour Philippine Dolbeau. Ravie de vous accueillir là. Anne, on va faire une petite présentation pour nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas. Vous êtes une ancienne diplomate et dirigeante associative française. Vous êtes la fille d'un antiquaire, d'une mère qui l'a aidée. Vous avez fait toute votre scolarité dans l'école publique. Vous avez ensuite intégré l'école normale supérieure, puis l'ENA, avant d'être diplômée de Sciences Po. Un parcours exemplaire donc dans la diplomatie aussi, puis au service de l'éducation française au travers de vos divers engagements associatifs. Vous fondez notamment en 2004 l'association Créer son école. Vous avez soutenu depuis le développement de plus de 800 écoles hors contrat. Et puis vous fondez 4 ans plus tard la Fondation pour l'école, reconnue d'utilité publique. Vous êtes une fervente défenseur aussi de la liberté scolaire, cette liberté de fonder des écoles relevant d'une vision éducative et pédagogique un peu différente de celle de l'éducation nationale. Liberté aussi pour les parents de choisir l'école de leur enfant, quels que soient leurs moyens financiers. Vous prenez aussi régulièrement la parole sur le fonctionnement ou parfois les dysfonctionnements de notre système scolaire qui saura se réinventer par l'innovation, qu'elle soit technologique ou pédagogique, dites-vous. Et dans ce cadre, la Fondation Kairos pour l'innovation éducative que vous créez en 2020 sera votre porte-voix. Anne Coffinier, vous êtes notre invitée aujourd'hui. Bienvenue sur 20 sur 20 et merci d'être parmi nous. Merci Philippine. On va commencer par rentrer dans le vif du sujet parce que vous avez récemment été interviewée, Anne, par le média Omerta et lors de cet échange, vous affirmez que l'école ne cesse de s'enfoncer et ce, depuis plus de 25 ans. Pourquoi ? Alors déjà, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de critiques qui m'ont dit « Mais 25 ans, ma bonne dame, et pas du tout. C'est depuis 35 ans, 40 ans. » Ah oui ? Voilà. Donc en fait, oui, j'ai été un petit peu minimaliste pour les 25 ans. D'accord. Non, effectivement, ça va pas bien depuis un certain temps, mais cela dit, ça fait longtemps qu'on dit que ça va pas bien. Tout à fait. Mais c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on dit que ça va pas bien que c'est pas pour autant qu'il y a un problème. Le problème, il est vraiment structurel maintenant et cumulatif, puisque on a toute une génération de professeurs qui sont pas aussi bien formés que ce qui devrait l'être. Ouais. On voit notamment au niveau je sais pas si vous avez regardé à quelle moyenne ils sont recrutés au niveau du CAPES. Bien sûr. Et bon, ils sont recrutés parfois à 5, 6 de moyenne. Donc forcément, ça va créer des problèmes derrière. Donc on a cette situation d'un corps professoral qui a perdu en qualité. La faute à la réformite aiguë dont est atteinte l'éducation nationale et que vous présentez régulièrement. Alors bon, il y a beaucoup de raisons différentes. Disons, je pense que le problème numéro 1, c'est que en France, on a voulu faire de l'école vraiment le lieu d'une transformation politique du corps social. C'est-à-dire qu'on a surinvesti politiquement l'école. C'est pas le cas de tous les pays qui se disent que ça sert à faire un être autonome, qui est bien dans ses baskets, qui a envie d'agir, qui a envie d'entreprendre, qui a pas peur du risque. Vous voyez le modèle danois, par exemple. Ça sert avant tout à faire des petits bonhommes qui sont à l'aise, bien dans leurs bottes et qui ont envie de faire des choses. C'est pas la perspective française. C'est un outil politique en France, l'éducation. Ah oui, en France, c'est un outil politique d'abord pensé par la gauche, clairement. Ouais. Et alors la droite, elle essaie toujours de rétropédaler dans une logique un peu essayons d'éviter que. Elle n'a pas vraiment une vision politique, la droite, de l'école, mais elle essaie d'annuler les effets que la gauche donne à la droite, à l'école, on va dire. Mais globalement, en France, on a un surinvestissement politique. Et là où c'est apparu de manière la plus flagrante, c'est avec Vincent Peillon. C'était incroyable puisqu'il a écrit un livre, vous savez, qui s'appelle La Révolution française n'est pas finie ou n'est pas terminée, et il expliquait qu'en fait, elle devait se terminer à travers l'école. L'école, c'est ce lieu qui va achever la Révolution française.
Donc, le thème, par exemple, de l'égalité des chances. L'idée que l'école serait là pour accomplir l'égalité des chances, c'est un thème qui n'est pas arrivé très récemment. C'est arrivé grosso modo vers, on va dire, 2006, 2007, par là. Avant, c'est pas du tout une thématique qu'on avait. C'est pas le sujet. On parlait quand même de justice sociale, c'est vrai, mais c'était pas l'objectif numéro 1, et puis on n'en parlait pas tout le temps. Là, maintenant, on a voulu que l'école, ça soit le lieu pour assurer l'égalité des chances. Alors, égalité des chances qu'on définissait de plus en plus vaguement, égalité des résultats, égalité des moyens, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut égaliser la condition sociale à travers l'école? Il y a clairement eu une dérive égalitariste qui n'est pas du tout dans la version d'origine de l'école républicaine, qui était très méritocratique. Donc quand même, la méritocratie, c'est quand même une forme d'élitisme. On prend tout le monde, on leur donne des bases et on essaie de repérer les pépites pour les faire monter et régénérer les élites. C'est ça l'idée globalement méritocratique. Mais ce qui prévaut aujourd'hui, c'est pas une approche méritocratique. C'est plutôt une approche égalitariste qui aime pas beaucoup la différenciation des êtres et avec une approche très globale. On parle beaucoup de groupe-classe. Vous voyez, cette idée qu'il faut que tout le groupe classe fonctionne, etc. On ne prend pas l'élève comme une individualité. Non, pas tellement. Et lorsqu'il y a une individualité qui se détache, elle pose plus de problèmes qu'autre chose. Très différent, effectivement, de modèles anglo-saxons ou danois, comme vous le Voilà, alors en Grande-Bretagne, que vous connaissez bien aussi, je crois, on cherche à faire des leaders. Tout le temps. Vous y avez vécu, Oui, j'ai vécu en Écosse 5 ans et c'était amusant parce que j'étais presque une caricature de française. Je voulais savoir si mes enfants s'en sortaient, comment ils s'en sortaient en mathématiques, etc. On disait, au début, ils étaient catastrophés parce que, par exemple, mon fils aîné était timide. Et ça leur paraissait grave. Et puis quand il a été bien introduit dans la communauté éducative, comme ils disent dans leur jargon, là, ils ont vu un succès. Et il n'y avait pas moyen de savoir s'il était bon en maths ou pas. Parce que pour eux, être populaire, bien intégré, et ensuite avoir un point de force avec une passion, c'est tout ce qui compte. Et derrière, ils tirent la suite. Ils tirent la suite. Ils s'en fichent pas. Mais l'égalité, disons, des résultats, le fait, c'est pas très important. Par contre, être bien intégré, bien à l'aise, avoir confiance en soi et avoir une passion, et être capable de transformer cette passion en excellence, ça, c'est fondamental. C'est la clé de ces systèmes. Et si c'est en basket, c'est en basket. Si c'est en musique, c'est en musique. C'est pas important. On cultive, vous diriez qu'à l'étranger, dans d'autres systèmes, notamment le système anglo-saxon que vous avez bien connu, on cultive plus la différence, donc, qu'en France, qu'on stigmatise peut-être ici? Je pense qu'on est moins scolaire, qu'on cultive plus l'idée de la formation du caractère, qui est une chose qui s'est perdue en France, qui existait. Par exemple, une des figures phares de l'école des Roches, qui s'appelait Charlier, a écrit des lettres, qu'on appelle les lettres au capitaine, et il expliquait comment il cherchait à faire des leaders, des gens qui étaient capables de résoudre des tensions, d'emmener les gens à se dépasser, etc. Et donc, il crée ce système de capitainerie qu'on trouve dans le système anglo-saxon, et qui est directement inspiré du système anglo-saxon. Et donc, avec ce système de capitainerie, il nommait capitaine des jeunes qui parfois n'étaient pas bien solides. Mais le fait d'être capitaine de plus jeunes les tirait vers le haut et leur donnait le goût d'une certaine forme d'exemplarité. Et donc, il arrivait à mener vers l'excellence des jeunes qui avaient des qualités, mais qui n'étaient peut-être pas très réguliers, ni très solides, ni très exemplaires. Et cette idée, comme ça, de faire éclore des talents, cette ingénierie humaine, ça, c'est pas quelque chose qu'on a en France du tout. On comprend de ce que vous dites que s'il y a un problème, il y a un sujet culturel. On parlait tout à l'heure de la réformite aiguë. Est-ce que le sujet aussi, c'est qu'en France, on est spécialiste dans l'art de faire des lois et que donc on fait des lois qui ne sont pas forcément toujours pensées dans l'intérêt de l'épanouissement, vous le disiez, des élèves et de la culture de ce qui fait justement leur identité, leur spécificité et le développement de leur personnalité. Est-ce que cette réformite aiguë dessert quelque part les élèves français? Oui, alors c'est certain que le système institutionnel scolaire n'est pas si stable. La première chose qu'il faut, c'est d'arrêter de le transformer tout le temps. Arrêter de transformer les programmes, arrêter de transformer les diplômes, arrêter de transformer les organisations en général.
ça a peu d'intérêt. Un coup, on va rattacher la 6e au cycle du primaire. Un coup, ah ben non, le cycle du primaire, ça va. Bon, Ouais. c'est sans intérêt. C'est vraiment sans intérêt. Et je crois que ça cache plutôt une sorte de résignation à la médiocrité. Il y a quelques grandes simplifications à faire, quelques grandes libertés à rendre, mais il faut avant tout éviter cette bougeotte permanente. Et c'est vrai, Blanquer, là-dessus, avait eu raison, mais le problème, c'est que ça a été les mots et pas la réalité. C'est que on est obligé de faire confiance dans les professeurs. Alors justement, on en est où de cette école de la confiance aujourd'hui ? On en est qu'il n'y a aucune confiance, qu'ils sont infantilisés, que plus que jamais. Vous voyez, par exemple, les professeurs français se forment très peu. Il n'y a pas de formation continue. Ouais. Parce qu'ils ont perdu confiance dans la qualité des formations qu'on leur propose. Et la plupart des formations qu'on leur propose, c'est des formations pour digérer la dernière réforme. C'est pas du tout une formation pour faire quelque chose qui les intéresse ou qui intéresserait leur établissement. C'est pour comprendre qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et ils l'absorbent pour ensuite la mettre en place dans leur classe. Ils n'ont pas le choix. Il faut bien comprendre comment on va devoir noter le bac ou comment il faut préparer à la nouvelle formule, etc. Ils sont obligés. On fait beaucoup de réformes, on fait beaucoup de lois, mais est-ce qu'on en fait trop peu pour l'orientation de nos jeunes ? Alors, sur l'orientation, on est très nul. Je crois que là, c'est très clair. Et on est nul pour une première raison aussi, c'est que culturellement, les enseignants ont une culture publique. Ils ont déjà une forme, d'une forme de méfiance à l'égard du secteur privé, déjà avant de commencer. Ils le connaissent pas, souvent, parce qu'ils sont beaucoup mariés mariés ou pas mariés, mais entre enseignants, souvent fils d'enseignants. Il y a un lien familial. Et donc, ils ont une sous-culture très publique. Et déjà, ça commence mal comme ça. Ils ont des idées aussi assez arrêtées. Beaucoup de jeunes, par exemple, issus de l'immigration, sont orientés vers des métiers de l'enseignement professionnel, comme ça, quasi mécaniquement. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des idées comme ça qu'on subit. Et inversement, lorsque vous avez un enfant qui choisit un métier manuel et que vous êtes un bourgeois, les gens ne comprennent pas non plus. Bien sûr. Moi, j'ai une fille qui est pâtissière. Je peux vous dire que ça pique. C'est vrai. Ça se fait pas. Ça se fait pas du tout. Il y a Vous avez eu du mal à l'accepter ? Ah, moi, pas du tout. Mais mon entourage. Moi, je suis très... Parce que c'est pas la voie royale. Parce que ce qu'on considère, en tout cas. Les gens comprennent pas, les gens se stressent. Et en France, on est très attaché aux diplômes. Donc, même si on n'en fait rien, il faut des diplômes. Il faut des diplômes qui vont servir à rien. Il vaut mieux faire, je sais pas, une licence, n'importe quoi, de sociologie, que d'apprendre un métier de manière précoce. C'est pas bien vu. C'est plus difficile aujourd'hui, Anne, de s'orienter là, en 2024, qu'il y a 25 ans. Oui, je pense que c'est plus difficile parce qu'il y a une multiplication des métiers. On a l'impression qu'il y a des passerelles dans tout, mais en même temps, c'est devenu très technique. Il y a aussi une internationalisation, en tout cas, qui n'existait pas du tout. Beaucoup de gens, par exemple, fuient le système des classes prépa en passant par Bocconi, LSI ou ce qu'on veut. Et là, pour le coup, si socialement, vous n'avez pas le réseau, pas l'argent, vous ne savez même pas que ça existe. Donc, il y a tous les doubles, triples cursus aussi qui sont pas loin de l'arnaque. J'ai pas mal de jeunes là qui bossent pour moi ou avec moi. Alors, ils sont à Normal Sup, par exemple, parce que moi, je m'appuie beaucoup sur le réseau des normaliens. Alors, ils font une petite bricole et ils vont être diplômés d'HEC. Ah, ça me fait rire. Une petite bricole, ils vont être diplômés de l'ESSEC ou de Sciences Po. C'est devenu trop facile d'accéder à c'est illisible surtout, parce que le recruteur, déjà, il a intérêt de malin pour arriver à savoir s'il y a une vraie formation derrière ou s'il y a eu un petit tour avec un tampon. Je vois. Donc, je trouve que, en apparence, tout est possible, mais tout est très brouillé. Vous pouvez aujourd'hui diplômer d'HEC avec finalement une idée assez vague de la manière de monter une entreprise, de rendre des choses rentables. On dit que, je le comprends, c'est plus difficile de s'orienter aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Est-ce que c'est plus difficile d'enseigner aujourd'hui qu'il y a 25 ans ? Ça, c'est clair. C'est clair aussi. C'est clair que c'est très difficile pour plusieurs raisons. Pour plein de raisons. La première chose, c'est que on est passé d'une logique où le savoir était quand même relativement rare à une logique où le savoir est surabondant. Oui. Et donc, on se dit que on n'a pas forcément besoin d'écouter l'enseignant. En faisant un petit tour sur Internet,
on va trouver ça rapidement, ou avec tel ou tel bouquin, avec tel ou tel podcast. Enfin, bref, on va se débrouiller très bien tout seul. Et parfois, c'est vrai, en plus de ça. Ouais. Et donc, forcément, déjà, le prestige du savoir s'est effondré. Ensuite, beaucoup de jeunes ont bien vu la prolétarisation des enseignants. Les enseignants sont des gens déclassés, plus du tout des notables, mal payés, souvent agressés, souvent pas respectés par leur propre administration. Bien sûr. Ils sont vraiment prolétarisés. Et ça, c'est pas un bon signal. Quand le savoir est prolétarisé, ceux qui détentent le savoir sont prolétarisés, on est très très loin du modèle, vous savez, de l'enseignant qui était le notable local, qui était aussi souvent le maire adjoint, il y avait un vrai respect il y avait pour la fonction. Il y avait le médecin, le notable, le curé, enfin l'instituteur, enfin, voilà. On en est très très loin. Donc il y a une prolétarisation et il faut donc gagner de haute lutte l'intérêt des élèves. C'est pas du tout acquis, du tout. Et ensuite, il y a aussi le problème du mensonge. Il y a toute une partie du système qui repose sur un grand mensonge. Soit vous faites semblant de ne pas voir ce grand mensonge, et il y a quand même une partie des élèves qui ont vu le côté mensonger du système scolaire et qui, du coup, ont l'impression que les profs sont des espèces d'idiots utiles ou de collabos. Alors voilà, j'attendais que vous posiez la question. Et ben voilà. Ben, par exemple, vous prenez la question du bac. Aujourd'hui, le bac, il est en partie au contrôle continu. Il y a un trafic énorme sur les notes, sur Internet, des notes du contrôle continu. Comment ça ? C'est-à-dire que le bac est largement trafiqué. Il y a un trafic, c'est-à-dire il y a une triche monumentale. Voilà. Quoi, donc, ça veut dire que si je suis nulle en maths, je peux acheter ma note pour avoir non, vous ne pouvez meilleure... pas l'acheter, mais les notes sont très trafiquées. Les moyennes sont très trafiquées. Parce qu'en fait, le système informatique est assez facile à percer. Ah ouais ? En prenant les codes des parents, ceux qui ont par exemple des parents qui sont professeurs, vous pouvez récupérer les codes, accéder par exemple sur École Directe ou autre, et puis après derrière vous pouvez faire des petites tripaturages. Donc en fait il y a plein de choses qui sont complètement démonétisées à cause de la triche de masse. Ensuite la triche aux examens elle est massive, la triche physique. Les anti-sèches. C'est massif. Alors qu'avant c'était à la marge. Donc tout ça. Mais c'est dû à quoi ça, Anne ? Je pense que globalement, il y a un certain nombre de valeurs qui sont perdues, et puis l'impunité. Quand il n'y a pas de sanction, au bout d'un moment, celui qui triche pas, il se tire une balle dans le pied. Parce qu'il y en a trop peu qui trichent pas. Donc soit vous êtes très très fort, vous pouvez ne pas tricher, mais si vous êtes moyen et que vous trichez pas, vous êtes nul comparativement aux autres. Donc quand globalement, il y a une espèce de système mensonger qui s'est installé, le prof qui collabore à ça, c'est un collabo d'un système fou. Et je pense que tout ça, c'est perçu par beaucoup de jeunes qui sont quand même assez adeptes d'une sorte de contre-culture aussi, qui passent par le rap, qui passent par plein de trucs. Et ils ont le sentiment qu'il y a une espèce de démission, compromission de ces adultes qui collaborent à une espèce de système qui dysfonctionne complètement, qui sert à rien. D'ailleurs, ces gens ne gagnent rien. Ils sont souvent pas si savants que ça. Ça contribue à, selon vous, la crise d'autorité que vit l'école aujourd'hui et le manque de respect justement envers l'institution et envers celles et ceux qui la représentent ? Bah oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui contribuent à ça, mais bon, je vous disais, il y a la prolétarisation financière. Il y a le fait que les enseignants ne sont pas soutenus par l'administration autour d'eux. Au premier problème, ils sont tout seuls. On l'a vu dans l'affaire Samuel Paty, on l'a vu dans plein d'affaires. En réalité, vous êtes seuls. Il y a aussi le fait qu'ils sont moins bons technologiquement que leurs élèves. Il y a un sujet de formation. Il y a un sujet de formation. Ils sont toujours moins bons. Parce que, c'est une question de génération. C'est une question de génération. C'est pas des digital natives. Voilà. Ils sont toujours en retard par rapport à ça. Donc il faut trouver autre chose. Il faut il faut arriver à recentrer ce sur quoi ils ont vraiment une utilité. Et pas, si vous faites faire des cours de pack Excel ou de pack Office à des élèves, des petits cours de codage et des cours de toute manière, ça sert à rien. Enfin, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ça sert à rien. Par contre, leur expliquer peut-être les algorithmes qui existent derrière telle ou telle chose, comment on peut se retrouver enfermé sur les réseaux sociaux, bombardé d'informations qui sont déjà celles qu'on regardait déjà, avec une sorte d'effet déformant, aussi. etc. Et là, ça demande de la technicité qu'ils n'ont pas. Et qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, quelles devraient être justement les priorités, pour continuer sur cette question et cet échange qu'on a, les priorités de l'école aujourd'hui, selon vous ?
Alors, ça dépend à quel niveau. Hein. Il Oui, faudrait vraiment... toujours. voilà. Vous, je sais qu'en préparant cette interview, vous m'avez donné votre point de vue sur la petite enfance, la maternelle notamment. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, c'est-à-dire que les choses commencent par le début. Hein, Ouais. Alors, il a été décidé il y a depuis 2019 que l'école serait obligatoire à partir de 3 ans. Alors, je pense que l'idée, c'était de faire en sorte que les personnes qui sont dans des milieux sociaux défavorisés ou non francophones puissent être immergées le plus tôt possible. D'accord. Je pense dans un contexte qui égalise leurs chances de réussite. Mmh. N'empêche que pour beaucoup d'enfants, c'était pas la meilleure des idées de les mettre à 100% du temps à l'école dès 3 ans. Pourquoi ? Bon, il y a beaucoup d'enfants qui physiquement sont pas prêts à ça. Ils ont besoin de dormir, ils ont besoin d'être dans les D'accord. jupes de leurs parents ou dans un contexte moins collectif. Voilà. D'accord. Donc, je pense que cette approche très standardisée, elle n'est pas au bénéfice de tous. Il faudrait mieux être beaucoup plus souple. Très bien pour certains. Mon dernier fils, il rentre à 2 ans et demi à l'école écossaise. Voilà, ça lui allait très bien, c'était parfait. Mais je l'aurais pas fait pour ma deuxième fille, par exemple. Et c'est du sur-mesure, vous voyez. de Pourquoi l'individualité. standardiser? Donc déjà, il y a un problème sur la standardisation excessive. Ensuite, à l'école maternelle, on singe beaucoup l'école primaire, enfin l'école élémentaire. On met trop les enfants avec la nécessité d'écrire, de remplir des fiches, de produire des espèces de choses qu'on va évaluer. Mmh. Si vous comparez à ce qui se fait beaucoup à l'étranger, c'est assez ridicule comme approche. Si vous comparez même à l'éducation classique française, il y avait beaucoup de danse, il y avait beaucoup de chants. Ouais, c'est vrai. Il y avait, alors, chez les nobles, on faisait aussi du combat, du cheval, du tout ça. Beaucoup d'art oratoire aussi au On parlait Moyen-Âge beaucoup, notamment. on mémorisait beaucoup, voilà. Donc, il y avait un côté très physique et on était beaucoup avec les adultes. Ouais. Hein, ce qu'on ne fait plus. Ce qu'on ne fait On plus. sépare les enfants, les adultes. Donc ça, déjà, je trouve que on devrait s'inspirer, par exemple, des Danois, en mettant les enfants beaucoup plus dehors, Ouais. en les laissant beaucoup plus prendre des risques physiques, avec les conséquences, l'éducation naturelle que ça fait. Genre, sûr. tu prends un risque disproportionné, bah, tu tombes, tu te fais un peu mal. Bah oui, c'est comme ça. Et on apprend. Et on apprend. Mmh. Et puis, il y a toutes sortes de jeux, il y a toutes sortes de découvertes. Alors, on peut orienter les choses, mais très vite, les enfants peuvent s'occuper de petits animaux, ils peuvent comprendre des choses, ils peuvent avoir des responsabilités. Mmh. Cette école de la responsabilisation, qu'on trouve beaucoup chez les Scandinaves et les Anglo-Saxons, elle est totalement absente du système français. Ouais. Le petit français n'a aucune responsabilité sur rien. Est-ce que ça, tout ce que vous venez de me partager, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles la France, notamment, est toujours dernière ou dans les derniers des classements internationaux, PISA notamment, par exemple? Alors, bon, pour PISA, on prend les enfants à 15 ans. Et PISA, il y a plusieurs éléments. Je crois que la première chose, c'est que on ne cultive pas assez l'engagement et la confiance des jeunes, ce qui fait que Mmh. avec cette idée, oulala, il faut pas faire quelque chose de faux. Et vous avez beaucoup de jeunes qui ne répondent pas plutôt que tenter leur chance. On a peur de l'erreur en On a France, peur c'est de ça ce que l'erreur. vous me dites. Beaucoup. Ouais, Et donc, dans ce type de test, type QCM et autres, forcément, bien sûr. ça peut pas marcher. Et ensuite, je crois que tout simplement, on dilue beaucoup trop les apprentissages. Et pour ce qui est des apprentissages purs et durs, c'est-à-dire lire un texte, le comprendre, le transformer en quelque chose qui fait sens et être capable d'utiliser les informations pour faire quelque chose, bah, c'est pas du tout acquis. Du tout. Est-ce que ces tests, ils devraient guider l'action politique? Comme ils Oh. le font, et ils l'ont fait plutôt ces dernières années. Est-ce qu'ils devraient Oui. continuer à le faire? Ah bah, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas tiré les conséquences, qu'on est 26, 28, 29e sur 81. Donc, on est soit... donc, il y a maths, sciences et lecture. Dans ces 3 matières, on est soit sur la moyenne, soit légèrement dessus, légèrement en dessous. Enfin, de toute manière, c'est minable pour un État comme la France, avec Oui. ce qu'il investit. C'est minable et surtout, on n'arrête pas de descendre. Et puis, dans ce test, on voit aussi que malgré nos grands discours pour le caractère, j'ai envie de dire, lutter contre la discrimination, une école qui égalise les chances, etc., eh bien, le système français est le système dans lequel les inégalités de départ prédisent le plus les inégalités de résultats. Et c'est prouvé par toutes les études. Et c'est prouvé par toutes les études. PISA l'a prouvé en premier. Ouais. Et ensuite, on l'a vu tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, l'école est tellement mal faite que c'est la famille qui fait la différence. C'est aussi simple que ça. Et ça veut dire que pour réussir, il faut avoir un contexte familial aussi, social, j'imagine, adapté.
plus l'école est bien faite, plus l'école est j'ai envie de dire aussi, permet d'aller jusqu'à des connaissances très maîtrisées, c'est-à-dire et moins extensives et plus intensives. Parce que il y a quelque chose aussi qui est très dépassé dans le système français. Par exemple, on veut toucher un peu à tous les sujets. Donc, on fait des matières d'éveil, on a des approches très extensives des sujets. Je ne sais pas si vous avez vu les programmes en histoire, en sciences, en géographie. Oui. C'est énorme. On couvre beaucoup. Énorme. Et en fait, cette approche extensive, elle est décalée par rapport à l'actualité. Parce que l'actualité, c'est que c'est facile d'accéder aux champs divers de la connaissance. Par contre, c'est pas facile d'avoir un usage strict de la langue française. C'est pas facile d'avoir une puissance logique. C'est pas facile d'avoir une rigueur. C'est pas facile d'avoir une capacité de travail et de concentration. Et ça, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est pas sur le caractère extensif des matières. Moi, je pense qu'il faut laisser beaucoup plus de liberté aux professeurs. Chacun peut très bien explorer un domaine qui le passionne particulièrement. Et par contre, il faut fixer des minima de manière très stricte, des minima de connaissances très strictes. Il faut que ça soit absolument acquis. Et le reste, ils développent comme ils veulent. C'est pas très important, parce que de toute manière, on peut accéder un peu à tout. Par contre, quand vous avez plus de 10% des jeunes qui ne savent pas lire, on le voit notamment aux journées d'appel de la Défense, c'est énorme. Quand vous avez l'orthographe qui est quasiment en voie de disparition, on voit bien que on a beau dire ça n'a plus d'importance, très bien, mais on voit bien que dans les recrutements professionnels, ça a de l'importance. Tout à fait, et on va en parler. Voilà. Donc, ces choses-là, quand vous voyez qu'au niveau de la puissance logique, il y a un effondrement aussi, là aussi, par excès de prétention des programmes. Vous prenez, par exemple, les mathématiques, la résolution de problèmes, qui était un peu le b.a.-ba de l'éducation qu'on avait, je dis même pas classique, mais que moi j'ai connu, peut-être que vous aussi d'ailleurs. On ironise beaucoup, les trains qui sont en retard, les baignoires qui fuient, vous voyez, ces choses-là. Ouais. C'était juste de la puissance logique par rapport à quelques éléments, les conversions, les pourcentages, la règle de 3, c'est des choses assez simples. Sauf que on ajoutait plein d'ingrédients, et avec tous ces ingrédients-là, il fallait arriver à mener jusqu'au bout, en y croyant, sans se tromper, le raisonnement. Et donc, on le fait très peu. Ouais. Et je discutais avec Laurent Laforgue, le médaillé Fields de mathématiques, et il conseillait, par exemple, de sortir du programme un certain nombre de choses qui sont en fait pas très intéressantes parce que, en gros, vous plaquez une formule et vous l'appliquez. J'ai envie de dire, bon, pourquoi pas. Mais c'est plus intéressant pour lui de pousser plus loin la résolution de problèmes. Par exemple, de faire des problèmes de plus en plus compliqués, avec plein de variables, avec plein de trucs qui se passent, c'est beaucoup plutôt plus... que d'appliquer tout le temps. Plutôt qu'appliquer des, je sais pas moi, les probabilités, d'accord, c'est intéressant, mais enfin, une fois que vous avez appris la formule, vous l'appliquez, boum, 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 c'est réglé. Vous voyez ce que je veux dire Je vois très bien. Voilà. Donc, je crois que là, on a souvent une sorte de prétention qui vient peut-être d'une forme aussi de, je sais pas, de manque de confiance des profs ou d'envie d'avoir l'air très savant, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faut tourner le dos à cette espèce de prétention, simplifier, revenir à des choses assez simples, mais par contre, mettre le paquet. C'est-à-dire, par exemple, oui, des petits étudiants, des petits élèves sont capables d'écrire de gros textes d'invention. Ils peuvent même écrire des romans, ils peuvent écrire de longs essais. Oui, croire en la puissance de mais la bien capacité sûr, écrire, on peut tout à fait les faire écrire des dialogues, des pièces de théâtre. On peut leur faire des pièces de théâtre d'1 heure. Il n'y a aucun problème. On peut leur faire prendre des poésies qui sont longues, qui sont riches, qui sont structurées, et pas des poésies lamentables. On ne sait même pas ce que c'est, qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc, il faut croire dans la capacité intellectuelle des enfants. Génial. Dans ce cadre, Anne, est-ce que pour vous, les diplômes, ça sert encore à quelque chose ? Est-ce qu'ils ont encore une valeur ? On a l'impression que le bac, aujourd'hui, ça ne sert plus vraiment à rentrer dans une fac ou dans l'enseignement supérieur. Quel est votre avis sur la question ? Je pense que c'est utile, des diplômes, mais il ne faut pas hésiter, par contre, à les reprendre clairement, à les repenser. Aujourd'hui, le bac, c'est complètement démonétisé. Donc, on a 2-3 options différentes devant nous. Première option, le supprimer. D'accord, c'est radical. Oui, c'est radical. Ça fait faire de belles économies, on en a besoin, non ? J'ai un petit coup de fil au standard épouse ce matin, et voilà, ils nous ont dit, voilà, il faut vraiment trouver de l'argent. Non, je rigole. Enfin, donc, globalement, le bac tel qu'il est aujourd'hui, il sert à rien. Donc, on peut le supprimer et faire du contrôle continu pur. Voilà, donc, si il y a moins de 10, on n'a pas le bac. Et si, voilà, donc un bac purement, j'ai envie de dire, une espèce de certificat de fin d'études. Ouais. Deuxième solution, on revient à un bac avec des épreuves terminales qui peuvent être en première terminale ou qu'en terminale, comme on veut. D'accord. Et là, on remonte une véritable exigence.
Donc, il faut partir du principe qu'on peut arriver à avoir 60-70% de bacheliers. Voilà. Donc, il faut que ça soit intéressant. Il faut que ça fasse peur. Il faut qu'on se dise, oula, il faut travailler et que ça tende tout un processus de travail. Et qu'on le mérite. Voilà, et qu'on le mérite. Et ça redonnera la légitimité aussi des professeurs, parce qu'aujourd'hui, un professeur, si vous laissez plus intéressant de le terroriser pour qu'il vous mette des bonnes notes au contrôle continu qui constitue le bac, en lui crevant les pneus de sa voiture ou en lui faisant peur, plutôt que de l'écouter particulièrement, puisque c'est pas tellement les épreuves finales, il y en a que 4. C'est ce qui compte, c'est les notes au contrôle continu. Donc, on peut faire peur aux profs, on peut tricher, et puis on peut tricher ensuite en trafiquant sur Internet ces notes. Donc, c'est des stratégies qui existent aujourd'hui. Donc ça, c'est la troisième solution. Et puis la dernière solution, c'est effectivement de faire un bac à l'allemande, c'est-à-dire un bac exigeant. Et en fonction des résultats au bac, on voit dans quelle fac on peut rentrer. C'est-à-dire qu'un bac qui sert à quelque chose. N'oubliez pas que le bac, en fait, c'est le premier grade universitaire, comme vous savez. C'est pas une conclusion des études de base, c'est le premier grade universitaire. Ça veut dire que c'est ce qui permet de dire je peux commencer des études. Je peux entrer dans Donc aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Le bac n'a aucun rapport avec la capacité à faire des études. Et d'ailleurs, le taux d'échec est colossal. Même dans les études. Dans les études. Après, tout est faux dans les études parce que aujourd'hui, si vous faites des études dans le privé, en général, vous n'avez pas accès aux aides associées au fait d'être étudiant à la fac classique. Donc, il y a plein de gens qui s'inscrivent dans le public pour avoir les aides, mais qui n'y vont pas. Donc, forcément, ça fait des taux d'échec dans les facs publiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, tout ça est à reprendre. Il faut évidemment permettre d'avoir des aides si on choisit une école privée et interdire les doubles inscriptions qui ne correspondent pas à de vraies études. On a dit que les diplômes, ça servait sans doute pas à grand-chose encore. En tout cas, le diplôme du baccalauréat, vous nous l'avez dit. Au-delà des diplômes, des programmes scolaires, qu'est-ce que vous pensez du cadre de travail aujourd'hui et d'apprentissage des jeunes, des adolescents, des enfants? Parce que on prend souvent le cas du téléphone, par exemple. Vous prenez un téléphone il y a 100 ans, il ne ressemble en rien au téléphone d'aujourd'hui. Vous prenez une voiture d'il y a 100 ans, elle ne ressemble en rien à la voiture d'aujourd'hui. Vous prenez une salle de classe. C'est toujours pareil. Il y a 100 ans, c'est toujours pareil. Est-ce que ce cadre scolaire, il est responsable quelque part de ce que vous appelez la dérive de l'éducation française? L'école, elle sert aujourd'hui avant tout à garder les enfants pour que les parents aillent travailler. C'est triste, mais c'est d'abord conçu comme ça. C'est un outil de garderie, quoi. C'est un outil de garderie. Et alors, on fait semblant que c'est autre chose, mais c'est avant tout ça. Et d'ailleurs, on juge un professeur avant tout sur sa capacité à maintenir l'intégralité de l'effectif dans la case, c'est-à-dire dans la classe. Qu'il arrive à faire cours ou pas, c'est secondaire. Ce qu'on lui demande, c'est que ça sorte pas de la case, qu'il n'y ait pas d'exclus, qu'il n'y ait pas de blessés, que tout le monde soit dedans. Donc, ça, c'est la réalité pure et dure, horrible. Mais c'est la réalité. Si on veut revenir à une école qui serve à quelque chose, il faut se dire dans quelle mesure on a besoin que les élèves soient tous les jours en classe, 8 heures par jour. Je pense que la réponse est là. 8 heures par jour de cours ex cathedra, c'est inutile. En fait, ce qu'il faudra arriver à retrouver, c'est une capacité d'étude personnelle. C'est comme ça que fonctionnait l'école médiévale, c'est comme ça que fonctionnent la plupart des gens qui sont très brillants. Regardez aujourd'hui les gens qui ont des capacités disruptives. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait soit l'école à la maison, soit ils ont été dans des petites écoles, soit pour raison X ou Y, ils ont été malades, etc. Bref, ils ont étudié beaucoup par eux-mêmes. Si vous intégrez pas de l'étude personnelle par vous-même, en réalité, tout reste à l'extérieur. Donc, le truc qu'il faut trouver, c'est comment on fait pour que le jeune se dise « c'est mon affaire ». C'est mon affaire et je vais chercher de l'aide dans le cadre ou hors du cadre pour faire mon projet. Et ça, on est très très loin de cet état d'esprit-là. Souvent, les professeurs, par exemple, ne sont pas très contents lorsqu'un élève mobilise quelque chose qui est vraiment en dehors du cours, alors que le cours n'a pas beaucoup d'importance. C'est une matière comme une autre. C'est la manière dont on apprend. Voilà. Tout à fait. Donc, tout ça est à revoir. Et je crois que l'approche actuelle, avec la distinction entre présentiel, distanciel, à l'école, à domicile, je crois que toutes ces distinctions de base, individuelles, collectives, ces distinctions-là, en fait, elles sont désuètes. Il faut penser autrement. On va plus aller vers un continuum éducatif. C'est pas normal aujourd'hui, avec toutes les ressources qu'on a, qu'on fasse pas de la pédagogie inversée de manière très naturelle. C'est-à-dire qu'on dise aux jeunes, voilà, vous allez avoir un cours sur la reproduction des plantes. Bon, alors je prends un cas d'élève de 6e.
vous avez le C'est pas sorcier sur je sais pas quoi à voir, vous avez tel film qui montre en accéléré la croissance d'une plante, vous avez donc tout ça, vous allez le regarder avant, et puis vous allez réfléchir à répondre à ces questions à l'avance, ce qui force à se poser des questions, etc. Et puis vous allez avoir un cours très très bien fait, avec des phrases qui sont des bijoux syntaxiques, très importants. La plupart des cours aujourd'hui sont très mal rédigés, avec des phrases mal faites, des répétitions. Je pense qu'il y a une dégradation de la qualité littéraire du cours. Donc le cours, il faut qu'il soit parfait. C'est dû à la dégradation des professeurs et de la puissance logique généralement. Si vous voulez. Il faut écrire comme dans le code civil. C'est ça l'exemple normalement, c'est-à-dire perfection logique, perfection syntaxique, perfection orthographique, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils apprennent des choses par cœur, ça doit les structurer et monter automatiquement leur niveau d'orthographe, de syntaxe et de champ lexical, tout ça à la fois. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a cours en classe. Et là, c'est dur pour le professeur. Le professeur doit trouver des expériences, des choses pour faire mettre en application et discuter une fois qu'ils ont déjà ces choses qu'ils ont préparées. Et donc, du coup, la classe est un lieu où le collectif est intéressant. Parce que l'intelligence collective va jouer, la capacité à s'écouter, à corriger, voilà. Et vous en parliez de votre expérience, notamment au Royaume-Uni et dans les écoles danoises, effectivement. Alors après, il y a un sujet de confiance dans tout ça. Ce métier d'enseignant que vous appelez de vos voeux serait très différent de leur métier actuel, mais peut-être nécessaire, dites-vous. Il y a aussi un sujet de confiance. Vous avez peut-être entendu parler du baromètre Jeunes et Confiance 2023 du cadre du cercle de réflexion vers le haut. C'est une enquête qui permet d'en savoir plus sur l'état d'esprit des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Et dans cette enquête, il y a 16% des jeunes interrogés qui font confiance à l'école sur rien. Alors vous allez venir, il y en a beaucoup plus qui font confiance à l'école, mais quand même 16%, ni pour transmettre les savoirs de base, ni pour réduire les inégalités, on en a parlé, ni pour apprendre le respect des autres, le respect de la citoyenneté, ni pour avoir confiance en eux. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Et surtout, je voudrais qu'on le lie aux problématiques d'orientation et d'entreprise, parce qu'en fait, ce constat-là, il est partagé aussi par les dirigeants d'entreprise. Ils ne sont que 19% de leur côté à considérer que l'école, elle prépare actuellement les élèves à être les salariés de demain, à être la force, à ce que l'école soit adaptée aux réalités du monde du travail. Et ça, c'est quand même... Oui, parce que les jeunes font des stages aujourd'hui. J'imagine que c'est... Je ne sais pas, d'ailleurs, je vous pose la question. Est-ce que c'est une initiative que vous saluez maintenant, que les stages soient obligatoires? Oui, ça oui. Il était temps, mais je me souviens avoir parlé de ça avec François Michelin, et qui était âgé déjà, et il me disait, oui, très bien, les stages pour les élèves, mais il faudrait surtout des stages pour les professeurs. Voilà. Et je pense qu'il a raison. C'était ma question. Il a raison. Il faut faire des stages pour les professeurs. Il faut relier le monde de l'entreprise et de l'éducation, que ce soit pour les élèves comme pour les enseignants. Alors, je vais faire une réponse peut-être qui ne va pas forcément vous plaire beaucoup, c'est-à-dire que je pense qu'il faut revenir à l'idée que l'école n'est pas là pour faire de la chair à pâté économique. L'école, elle n'est pas là pour faire des gentils producteurs, des gentils agents économiques performants pour faire gagner de l'argent aux gens qui les emploieront. L'école, elle est là pour faire des êtres capables de penser par eux-mêmes, des citoyens, des hommes et des femmes libres. C'est ça son objectif, on ne doit pas en démordre. Mais il se trouve que lorsque vous avez des êtres justement de cette nature, c'est-à-dire qui ont l'habitude de réfléchir, qui ont l'habitude d'avoir une certaine exigence éthique, c'est aussi des gens qui sont capables de créer de la valeur ajoutée, d'être des collaborateurs intéressants. Mais l'objectif numéro 1, ça ne doit pas être de faire des gens qui vont plaire aux entreprises. L'objectif numéro 1, ça doit être d'aider des jeunes à devenir pleinement hommes et femmes. C'est déjà très compliqué. Alors, ensuite, pourquoi ça ne va pas dans l'entreprise? Mais souvent pour des choses toutes bêtes. Je vais vous donner un exemple, j'espère qu'il ne m'écoute pas. Un de mes derniers stagiaires d'HEC. Sympathique, beau garçon, on l'a rebaptisé Ken, c'est pour vous dire. Et on fait un petit tour sur son Instagram et on voit qu'il pose nu avec son copain sur la plage. Et on s'est dit, c'est dingue parce qu'ils n'ont qu'une espèce de connaissance de la manière dont fonctionne un recruteur aujourd'hui. On voit deux gars qui posent nus sur la plage. On n'est pas sûr que ça soit un signal de maîtrise de l'image, de prudence, etc. Très bon. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'évidences qui se sont effondrées. Qui se sont perdues. C'est vrai que c'est sa vie privée, mais c'est vrai aussi que
Surtout pour nous qui nous occupons d'éducation, bof, Bien c'est sûr. un peu Bien sûr. Ouais, c'est un point sur lequel vous faites attention. pas forcément idéal. Mm. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des évidences qui se sont complètement évanouies. Le fait d'être à l'heure, le fait de s'habiller, d'avoir une certaine tenue, le fait de, comment dire, de pas faire uniquement des choses que vous trouvez vous-même justifiées, mais aussi des choses qu'on vous demande. Ouais. Bon, c'est pas acquis. Hein. Tout ça s'est perdu. Je pense que ça s'est perdu. Et il y a aussi globalement une manière très enfant roi qui s'est diffusée. On a l'impression que tout leur est dû. Alors que quand vous êtes stagiaire, objectivement, vous apportez pas grand-chose, ils vous embêtez beaucoup. Donc c'est clairement une opportunité qu'on donne aux jeunes de voir autre chose. Il faut pas inverser la vapeur quand même globalement. Et ça leur traverse même pas l'esprit. Donc je pense qu'il y a des choses toutes simples. L'école doit redevenir exigeante. C'est le meilleur service qu'elle puisse rendre à l'économie. Je voudrais qu'on parle aussi ensemble, Anne, de liberté pédagogique, parce que je l'ai dit, vous êtes une fervente défenseur de la liberté scolaire, cette liberté de fonder des écoles relevant d'une vision éducative et pédagogique différente de celle de l'éducation nationale. Alors, quelles sont justement pour vous les pédagogies qui vous semblent les plus efficaces ? Alors, d'abord, sur la liberté pédagogique, c'est une liberté qui, normalement, appartient à tout enseignant, y compris dans l'éducation nationale. Et sauf que ça s'est perdu, ça a même été reconnu, noir sur blanc, avec la loi Fillon. C'est quelque chose qui est important. Et la première des choses à faire, je pense, c'est cesser d'infantiliser les enseignants et de leur dire comment il faut faire les choses. La première réforme, pour moi, la plus importante, c'est de laisser les enseignants libres des moyens, mais par contre, les rendre comptables des résultats. Aujourd'hui, ils sont infantilisés sur les moyens, ils sont caporalisés sur les moyens. Ça, on leur dit, vous devez utiliser telle méthode, faire tel programme, étudier telle œuvre. Qu'est-ce qu'on va se mêler de leur dire quelle œuvre étudier ? Il n'y a pas pire pour un enseignant de français, par exemple, qui n'aime pas telle œuvre, de devoir l'étudier pendant 1 an, 2 ans avec ses élèves. Je pense que c'est tout à fait maladroit. Par contre, on pourrait très bien donner un corpus d'œuvres fondamentales en évitant des œuvres trop contemporaines qui, en général, n'ont pas bien eu le temps de décanter. Et on leur dit, faites ce que vous voulez là-dedans. Par exemple, vous étudiez ce que vous voulez là-dedans, mais on donne, 500 possibilités. Il faut se débrouiller, par exemple, que à l'issue de la scolarité d'un élève, il ait au minimum vu, 10 œuvres de tel siècle, 10 œuvres de tel siècle, voyez, pour être sûr qu'il ne soit pas passé complètement à côté de la littérature du XVIIe et du XVIIIe, par exemple. Tout à fait. Voilà, ce qui arrive très, très fréquemment. Hein. Vous pouvez avoir fait toutes vos études et avoir jamais étudié une ligne de Molière, aussi fou que ça puisse paraître. C'est tout à fait possible. Voilà, donc ça, je pense que si on laisse les enseignants beaucoup plus libres en fixant des minima et des corpus d'œuvres de bon sens hyper classiques, ça les empêche pas d'étudier des textes contemporains en plus, mais ils savent que ces œuvres classiques, il faut absolument qu'elles soient transmises. Ça fait partie du patrimoine qui nous unit entre générations, qui permet aussi aux jeunes de comprendre les œuvres passées. Donc, une fois qu'on fixe cette base, on peut laisser beaucoup plus de liberté aux enseignants. Par contre, qui dit liberté, dit contrôle, dit évaluation. Et ça, c'est un gros mot pour beaucoup d'enseignants qui voient ça comme une espèce d'approche capitaliste, la performance, l'évaluation. C'est pas facile d'évaluer. Et là aussi, c'est un sujet où la France est très en retard. Peut-être qu'un jour, vous inviterez une des spécialistes de l'évaluation mondiale, c'est Daisy Christodoulou. C'est une femme qui n'est pas facile à avoir, mais c'est une Britannique, comme le nom ne l'indique pas. et on voit bien qu'en France, on n'a pas de pensée de l'évaluation. On s'en sert de manière... D'un côté, on se dit on évalue trop en France, notamment dans le système scolaire et même dans le supérieur. Et moi, je suis pas sortie de l'école et du lycée il y a très longtemps. Et on a tous des souvenirs d'avoir une vie scolaire rythmée par les contrôles, les évaluations, par les comparaisons aussi des uns entre les autres. Et d'un autre côté, je partage aussi votre point de vue. Et vous avez aussi, et je pense que c'est important à rappeler, je l'ai dit en introduction, mais fondé cette association, créé son école,
considéré comme l'acteur de référence, on peut le dire, dans l'accompagnement justement des porteurs de projets qui veulent créer leur école, comme son nom l'indique, des écoles indépendantes, ce qu'on appelle des écoles privées hors contrat ou écoles libres. On aide aussi, pardon, Je vous en prie. parce qu'en fait, le hors contrat, c'est par classe, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas par école. Donc en fait, on peut très bien aider aussi une école privée sous contrat à créer des classes hors contrat. D'accord. Et ça nous est arrivé plein de fois, parce qu'en fait, c'est panaché. La réalité, c'est que les établissements privés ont des classes sous contrat et des classes hors contrat. Ouais. Quand vous voulez innover, quand vous voulez prendre un peu de champ par rapport aux prescriptions, volume horaire, par exemple par matière, programme de chaque matière, dès que vous voulez un peu innover, faire quelque chose d'un peu différent, vous êtes obligé d'être dans le hors contrat. Ouais, vous ne pouvez pas le faire dans l'éducation nationale. Donc voilà, n'importe qui peut avoir à créer une classe. Là, on s'occupe beaucoup, par exemple, de créer des classes pour des enfants porteurs de handicap. Ouais. Pareil, si vous voulez les faire progresser et en même temps tenir compte de leur handicap, vous devez vous affranchir des programmes et en même temps, il faut pouvoir les accueillir, si possible, dans un cadre où il y a d'autres enfants qui n'ont pas de handicap. Ce qui est quand même sacrément triste d'en arriver là, effectivement, pour accueillir ces enfants. L'école de la République, c'est censé être l'école de... Bah ouais, mais ils sont très en retard. Qu'est-ce qui pousse... On parle beaucoup d'orientation, de formation, d'éducation aussi depuis tout à l'heure. Vous le savez, de plus en plus de jeunes aujourd'hui ne vont pas vers le CDI, ce qui était le Graal il y a encore quelques années, il y a peut-être une génération. De plus en plus, les jeunes veulent monter leur boîte. Ils veulent créer leur entreprise par désir de liberté, par volonté d'avoir un impact aussi, éventuellement. Qu'est-ce qui pousserait aujourd'hui un jeune à se dire dans son orientation, je veux avoir de l'impact dans l'éducation, peut-être en écoutant ce podcast, et donc à créer mon école. Qu'est-ce qui aujourd'hui, peut-être, est-ce que vous avez des jeunes qui viennent vous voir? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir et au début, je me disais quand même, notamment des jeunes qui ont des études de commerce, ça, je me disais, il ferait mieux de commencer par faire de la finance ou je sais pas quoi. Je me disais, me mettais à leur place, quand même une idée un peu baroque de vouloir créer une ONG, un truc qui rapporte rien à part beaucoup de problèmes. Et puis finalement, j'ai fini par prendre acte du fait que c'est un mouvement de fond. Ouais. Les jeunes, ils veulent du sens. Et qu'est-ce qu'il y a de plus de sens que créer quelque chose qui transmet le sens? Rien. Donc finalement, il y a plein de jeunes qui veulent faire quelque chose autour de l'éducation et créer une école, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Donc il y a un mouvement de fond, beaucoup de jeunes qui ont envie de s'investir là-dedans à un titre ou à un autre. Et je trouve ça très encourageant. Et personnellement, que les jeunes aient plus spécialement envie de prendre des CDI, je trouve ça très normal. Et je vois pas le problème. Et ils y reviendront peut-être aussi plus tard. Et pourquoi il faudrait qu'ils y reviennent? Je veux dire, autant il y a des évolutions qui sont pour moi un peu malheureuses. Ouais. Par exemple, le fait d'avoir une sorte de moindre intérêt pour le travail, je trouve ça dommage parce que c'est quand même la manière majoritaire de s'exprimer, c'est de créer, c'est de produire. Et puis, bon, quelle est la sanction de ça? C'est quand même savoir si ça marche pas, ça rencontre un public ou pas. Je trouve ça assez sain comme manière de faire quelque chose. Donc, le désamour pour le travail, le côté, on passe son temps à cultiver son nombril ou à se balader, bon, je trouve ça un peu régressif. Par contre, l'idée de pas vouloir être salarié, franchement, je vois pas le problème. Je vois pas le problème. Parce que là aussi, on est victime d'une vision très normée. Je me souviens, il y a quelques années, on disait, regardez, c'est merveilleux, cette ascension sociale en France qu'il y a eu. Alors, le grand-père était paysan, et puis le père, il était, je sais pas, moi, instituteur. Enfin, et puis alors, et le fils, désormais, il va être normalien ou énarque, je sais pas quoi. J'avais envie de dire, et alors, vous avez à l'origine quelqu'un qui est peut-être pauvre, mais qui est libre. Qui est libre d'initiative, qui est libre sur cette terre, qui il fait un peu ce qu'il veut comme il a entendu. Puis vous avez des gens qui finalement sont des personnes qui obéissent dans un cadre très 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 contraint. Est-ce que vraiment il y a une ascension sociale? Pas pour moi. Pour moi, l'ascension sociale, c'est quand vous gagnez en champ de liberté et en impact. Si vous ne gagnez pas en champ de liberté et en impact, vous régressez. Même si vous gagnez plus. Effectivement. La question se pose. On arrive à la fin de cet épisode, Anne, et j'ai 3 questions pour vous. La première, c'est, elle ressemble à quoi, selon vous, l'école de demain, l'école du futur? Avec toutes ces choses qui se passent actuellement dans la société, avec tous ces changements dont on a parlé, avec la technologie, avec cette école qui est un peu malmenée, elle ressemble à quoi? Pour moi, elle ressemble absolument pas à l'école d'aujourd'hui. Ça sera une école, un continuum éducatif.
Donc, il y aura des moments collectifs, il y aura des moments individuels, il y aura beaucoup de choses à distance, il y aura beaucoup plus de stages. On va revenir à ce qui existait avant le 19e siècle, c'est-à-dire une plus grande imbrication entre les jeunes et les adultes, entre la sphère productive et la sphère d'apprentissage. Je pense que finalement, c'était une parenthèse qu'on a connue, disons, sur le 18e, 19e, 20e siècle. D'accord. Et que là, on revient à quelque chose peut-être qui ressemble plus à ce qui existait avant, où le jeune était, par exemple, on sacralisait pas cette adolescence, et le jeune était rapidement plongé dans le monde des adultes et appelé à devenir un adulte à sa manière. Et je crois que on voit ça beaucoup dans des pays comme l'Afrique ou autres. On voit qu'il y a une capacité des jeunes qui est sous-utilisée en France en termes de responsabilité, de fiabilité. En fait, un enfant est capable d'assumer beaucoup plus et d'être beaucoup plus facilement pris au sérieux qu'on ne fait. Et donc, on les maintient dans une sorte de tutelle et de minorité qui, en fait, les aide pas à grandir. Non. Je pense qu'on pourrait leur donner beaucoup plus de responsabilités, ça les intéresserait beaucoup plus. Certains profils qui sont pas scolaires, on les comprend, honnêtement. Enfin, moi, vous savez, parfois, je discute avec des gens qui me demandent des conseils, tout ça, pour leurs enfants, et ils me disent « Oh, mon aîné, il n'y a pas de problème, il est dans des rails. » Et je dis « Le pauvre, toutes mes condoléances. » Il n'y a rien de pire, cette idée qu'un enfant est dans le rail, qui rentre complètement dans des cases et qui pose aucun problème. Mais le pauvre homme, franchement, bien sûr. Ça, c'est pas l'idée. L'idée, c'est quand même d'être... pour moi, le profil le plus intéressant, c'est quelqu'un qui se débrouille dans le système et dont l'âme est ailleurs. Qui est en train de faire autre chose, par ce qu'il fait. Et qui est un peu passionné, et qui analyse, et qui voilà. Alors je suis bien plus intéressée quand on vient vers moi, on dit bah voilà, mon fils s'est fait virer chaque année de l'école où il était. Ah, mais voilà un personnage intéressant. Ça, c'est intéressant. Voilà, amenez-le-moi celui-là, je vais regarder. Voyez. Alors justement, si demain, Anne, je vous donne les clés de l'enseignement supérieur du ministère, là à la fin de cet épisode, ce serait quoi votre première mesure? La première mesure de toutes, c'est de supprimer le monopole de la collation des grades de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des secteurs complets où c'est plus le cas, et puis il y a des secteurs qui restent complètement verrouillés par ça. Et donc aujourd'hui, il y a tout un secteur d'initiative qui est bloqué par le fait qu'on ne peut pas émettre des diplômes avec toujours cette idée, est-ce que c'est reconnu par l'État ? Ok. C'est la première chose que je ferai. Je renouvellerai complètement cette question de la manière d'émettre des titres. Donc, on reconnaît tous les diplômes. Pas tout, il y aura des nouveaux critères, mais c'est pas cette idée, est-ce que c'est l'éducation nationale qui l'a reconnu ou pas parce que le monopole de la collation des grades, il remonte à Napoléon. C'était un contexte qui était tout à fait différent, très centralisé. Les choses ont un peu changé depuis. Je pense que là, on est complètement débordé. Vous prenez le domaine des ingénieurs, prenez le domaine des écoles de commerce, ça n'existe plus du tout. Du tout. Et il y a un chiffre qui est majeur, sur lequel on peut finir, c'est que pour la première fois cette année, il y a eu plus de la moitié des gens de Parcoursup, des élèves qui ont utilisé Parcoursup, qui sont allés dans le privé. La première fois. Donc, il faut aussi en tenir compte. Ça s'explique comment, selon vous? Ça marche mieux. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Dernière question, avant la fin. De par tout ce qu'on s'est dit, de par vos engagements, de par ces associations que vous avez montées, cette passion viscérale qui se sent et qui est un bonheur à écouter, je pense que ce sera partagé par nos auditeurs aussi. Je me pose une question depuis tout à l'heure. Anne Coffinier, on ne vous a jamais proposé un poste de ministre de l'Éducation? Eh ben si. C'est pas vrai. Mais je dirais pas qui, ni quand, ni où. On n'aura pas la réponse. Je dirais pas qui, ni quand, ni où. Et ça se produira. Et ça se produira. Oui, parce que si vous voulez, c'est un poste qui est très explosif. La machine d'éducation nationale est une machine qui est très rétive à la direction des ministres successifs. Vous avez des ministres qui connaissaient très bien leur machine et qui sont pas arrivés à faire ce qu'ils voulaient. Prenez Blanquer, par exemple, qui connaît très très bien la machine. Oui, il est excellent. Il connaissait très très bien, mais il n'est pas arrivé à faire ce qu'il voulait du tout. Donc en fait, c'est compliqué. Et pour pouvoir vraiment faire bouger la machine, il y a vraiment plusieurs conditions. Il faut vraiment le soutien absolu de l'Élysée, la capacité à accepter un certain nombre de réformes qui vont mettre des gens dans la rue avec un certain nombre de vagues. Donc c'est quand même des conditions qui sont particulières. Si on n'est pas prêt à ça, c'est pas peine d'y aller. Et vous y étiez pas prête? Moi, j'étais prête, mais pas au-dessus. Mais en face, pas forcément. Donc, il y a des conditions, sinon ça sert à rien. Voilà. Et bon, je dis pas qu'il faut faire la Thatcher française, mais la France est un pays
mystérieux en ce sens qu'il ne sait pas faire des réformes, il sait faire des révolutions. Et c'est avec cette réalité mystérieuse qu'il faut quand même arriver à trouver une issue de sortie la moins houleuse possible. Catastrophique. Et je ne sais pas si on va y arriver. Et là, dans les 2 années qui arrivent, là, je ne suis pas sûre qu'on soit très bon pour arriver à faire des réformes sans houle. Et je crois qu'il faut préparer l'avenir. Et de ce point de vue-là, il faut qu'il y ait toute une série de gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Ouais. Vous savez, un peu le système de shadow cabinet à la britannique. Il faut travailler sérieusement, longuement, et surtout impliquer la société civile, impliquer le secteur privé. C'est pas une affaire de fonctionnaires. Et voilà, c'est une affaire de collectif. C'est une affaire collective, c'est une affaire de citoyens, c'est une affaire d'universitaires, c'est une affaire d'intellectuels, c'est une affaire de chefs d'entreprise. C'est quelque chose de vraiment... Il n'y a pas plus politique et il n'y a pas plus collectif qu'une réforme éducative. Faire que tous ces gens-là, et notamment la société tout entière, croient en l'école. Et voilà. Si je crois, il y a bien un message que vous nous avez transmis dans ce podcast, c'est que vous aussi, vous y croyez. Merci infiniment, Merci Anne beaucoup, Coffinier, Philippine d'avoir Dolbeau. été parmi nous. C'était un vrai plaisir d'avoir votre vision de l'école, de l'éducation, de la formation, de l'orientation aussi. Vous revenez quand vous voulez. Merci.